Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Quand nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique,
surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité.
Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thothmosis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'Empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thothmosis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thothmosis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thothmosis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thothmosis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thothmosis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thothmosis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thothmosis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thothmosis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Nul homme ne retrouvera jamais mon tombeau. C'est, selon la légende, ce qu'aurait un jour déclaré Cléopâtre. Il ne s'agissait pas réellement d'une question de sexe. Elle ne souhaitait simplement pas qu'une âme vivante vienne troubler son repos. Et je pense qu'elle signifiait par là qu'aucun être humain ne parviendrait jamais à localiser sa tombe. Pourtant, contre toute attente, c'est bien une femme qui s'est approchée plus que quiconque de cet objectif tant convoité. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Berry, une avocate pénaliste dominicaine devenue archéologue. Sa fascination pour Cléopâtre fut telle qu'elle décida de tout quitter pour partir en Égypte, sans le moindre appui officiel ni même l'aval des autorités. Son seul moteur, une détermination inébranlable à retrouver la dernière demeure de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Élève précoce, elle sauta plusieurs classes, maîtrisa le piano, les échecs, la natation et les arts martiaux, et grandit dans un environnement
où les plus brillants esprits venaient débattre sous son toit. Diplômée en droit à 19 ans, elle nourrissait depuis longtemps une passion pour l'archéologie, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Égypte, ni participé à une seule fouille. Son obsession pour Cléopâtre remontait à un échange animé avec son père en 1990. Ce jour-là, elle pénétra dans la bibliothèque familiale en quête d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert en droit, qualifia alors la reine d'Égypte de simple séductrice. Kathleen ne pouvait s'y résoudre. Elle riposta avec ferveur, soutenant que l'histoire avait profondément dénaturé l'image de Cléopâtre. Selon elle, les Romains s'étaient appliqués à détruire sa réputation, et pendant des siècles, on s'était contenté d'adhérer à leurs récits. La discussion s'éternisa des heures durant, jusqu'à ce que son père concède qu'il avait peut-être jugé la souveraine trop hâtivement. Cette conversation marqua un tournant décisif. Dès lors, Kathleen se plongea dans l'étude des textes antiques, accordant une attention particulière aux récits de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle approfondissait ses recherches, plus elle se persuadait que la reine d'Égypte n'était pas qu'une souveraine éprise d'un tyran au destin tragique, mais une stratège de génie, engagée dans une lutte politique visant pour préserver l'indépendance de son royaume. Et plus elle lisait, plus une question s'imposait à elle. Et si l'on avait toujours cherché le tombeau de Cléopâtre au mauvais endroit, cette idée ne la quitta plus. Alors qu'elle veillait sur son deuxième enfant, elle obtint une maîtrise en archéologie, une capacité à jongler avec les responsabilités qui témoignent de sa détermination. Cette quête raviva l'obsession qui allait désormais guider sa vie, percer le mystère du tombeau de Cléopâtre. Si la majorité des spécialistes estiment que la reine repose sous l'Alexandrie moderne, en compagnie de 13 autres souverains ptolémaïques, Martinez défend une hypothèse radicalement différente. Elle est convaincue que Cléopâtre a été inhumée à Taposiris Magna, un temple ancien dédié à Osiris, dieu de l'au-delà. Mais pour confirmer cette intuition, il lui fallait encore mettre la main sur un cartouche remontant à sa fondation. Ces plaques, de la taille d'un smartphone, étaient enfouies sous les structures sacrées et comportaient de souvent des inscriptions relatant la date et la raison de la construction du temple. Si elle parvenait à découvrir une plaque attestant que l'édifice était voué à Isis, divinité tutélaire de Cléopâtre, elle disposerait enfin d'une preuve tangible qu'elle fouillait au bon endroit. Rien ne pouvait la détourner de son objectif. Martinez et son équipe fouillèrent l'ensemble du site, creusant plus profondément que quiconque avant eux. Ils découvrirent des pièces de monnaie frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre, qui établissaient un lien direct entre la souveraine et ce lieu. Puis, ils mirent au jour un élément encore plus fascinant. Un tunnel souterrain qui acheminait autrefois l'eau depuis le temple jusqu'à la Méditerranée. Si une partie de l'édifice s'était effondrée dans les flots, la tombe de Cléopâtre pouvait-il s'y trouver lui aussi? Pour poursuivre ses recherches sous-marines, Martinez devait convaincre les autorités égyptiennes de lui accorder leur soutien. Contre toute attente, elle parvint à exhumer le cartouche de fondation tant convoité. Il révélait qu'un pharaon avait dédié une vaste région de Nubie à la déesse Isis. C'était la confirmation tant attendue. L'inscription prouvait que le temple était bien consacré à Isis, confirmant que la théorie de Martinez n'était pas sans fondement. Si un temple se dressait encore sur la terre ferme, elle en déduisait qu'un second, peut-être même le tombeau de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Pour étayer cette hypothèse, elle avait besoin d'experts en archéologie sous-marine. Elle contacta donc Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic. Avec l'aval de l'Égypte, son équipe se mit à sonder les eaux au large d'Alexandrie. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs espérances. Sous l'eau, ils découvrirent d'imposantes structures de pierre, dont certaines atteignaient 2 à 3 mètres de haut, à l'endroit même où la côte se trouvait des millénaires auparavant. Parmi elles, figuraient aussi des blocs de basalte, le même matériau que celui des statues du premier temple. Une conclusion s'imposait. Ces pierres n'étaient pas de simples débris. Il s'agissait des vestiges d'une cité engloutie, ensevelie sous les flots depuis des siècles. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Martinez et son équipe parviendront à percer l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, laissé par l'exceptionnelle Cléopâtre. Revenons un peu en arrière. À la mort de son père, Ptolémée le XIIe, le trône égyptien revint officiellement à la fois à Ptolémée XIIIe et à Cléopâtre, du moins en apparence. Alors âgée de 18 ans, Cléopâtre aurait épousé son frère de 10 ans, une pratique courante parmi les dynasties de l'époque. Bien qu'aucune preuve formelle ne permette de l'affirmer avec certitude. Mais l'union ne dura pas. Très vite, le jeune Ptolémée décida qu'il voulait régner seul et chercha à évincer Cléopâtre. Contrainte de fuir l'Égypte,
elle ne se contenta pas d'attendre son heure dans l'ombre. Déterminée à reprendre ce qui lui revenait de droit, elle leva une armée. À seulement 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête de ses troupes, élaborant son retour triomphal au pouvoir. À cette époque, Cléopâtre entretenait déjà une alliance aussi stratégique que personnelle avec Jules César. En juin 47 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à un fils, Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion, que beaucoup considèrent comme l'enfant de César. Mais cela ne l'empêcha nullement de respecter les traditions royales égyptiennes. C'est ainsi qu'apparut dans sa vie un second époux, son autre frère, Ptolémée XIVe. Oui, malgré sa liaison avec César, Cléopâtre contracta une nouvelle union au sein de sa propre famille, car dans son univers, préserver le pouvoir dynastique était une priorité absolue. Toutefois, son mariage ne changea rien à la solidité de son lien avec César. Cléopâtre se rendit même à Rome aux côtés de Ptolémée XIVe pour une visite d'État. Mais au lieu de loger au palais officiel, elle s'installa dans la villa privée de César, sur les rives du Tibre. Cependant, en 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, l'assassinat de César bouleversa l'équilibre politique et mit en péril la position de Cléopâtre. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, Ptolémée XIVe trouva la mort. Certains soupçonnent même que Cléopâtre ait orchestré sa disparition, la laissant seule maîtresse de l'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine consolidait son ascension, se rêvant l'héritier politique de César. Curieux d'évaluer la souveraine d'Égypte, il la convoqua. Cléopâtre ne manqua pas l'occasion de marquer les esprits. Elle fit son entrée sur une somptueuse barge, paraît-elle une déesse. Dès qu'il la vit, Antoine en fut immédiatement épris, à tel point qu'il abandonna son épouse restée à Rome pour suivre Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation prit la forme d'une idylle à part entière. Ensemble, ils eurent 3 enfants, et s'engagèrent dans un conflit majeur contre Octave, fils adoptif de César, dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'Empire romain. La dernière apparition de Cléopâtre eut lieu dans son mausolée, paré de tout le faste royal. Un diadème ornant son front, étendu sur ce que Plutarque décrivit comme un lit d'or. Après leur défaite à Actium, les troupes d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Consciente que la fin approchait, la reine se retrancha dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art. Plutôt que de voir ses trésors tomber aux mains des Romains, elle menaça de les réduire en cendres. Antoine, refusant de son côté de tomber vivant entre les mains des Romains, se frappa de son propre glaive. Toutefois, avant d'expirer, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le serra contre elle tandis qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'1 semaine plus tard, Cléopâtre prit sa décision. Plutôt que de souffrir l'humiliation d'être paradée comme prisonnière d'Octave, elle mit fin à ses jours. Selon la légende, elle succomba à la morsure d'un aspic, bien que les sources historiques restent floues sur ce point. Elle n'avait alors que 39 ans, une existence qui, somme toute, fut assez bien remplie. Un archéologue portugais vient de mettre au jour plusieurs épaves chargées d'or, parmi lesquelles figure un galion espagnol transportant 22 tonnes d'or et d'argent. À lui seul, cet imposant trésor est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards de dollars. L'archéologue Alexandre Monteiro a fait cette découverte presque par hasard. Alors qu'il consultait des archives, il est tombé sur des informations évoquant un navire disparu en 1615. Intrigué, il a décidé de partir à sa recherche. Après de longues années de travail, Alexandre n'a pas seulement retrouvé ce navire précis. Il a en réalité recensé 8620 épaves rien que dans les eaux portugaises. Parmi elles, 250 transportèrent de l'or. Une découverte qui ferait pâlir d'envie Jack Sparrow en personne. Si la plupart de ces navires ont sombré pour des raisons triviales, comme des tempêtes, certains ont péri lors de batailles, parfois spectaculaires. Ils acheminaient vers l'Europe des cargaisons d'or et d'autres richesses en provenance du Nouveau Monde, attisant toutes les convoitises. Depuis 3 décennies, Alexandre Monteiro étudie les épaves historiques et a ainsi identifié plusieurs naufrages survenus dans des circonstances remarquables. En 1816, par exemple, un navire appartenant à l'un des hommes les plus riches du Portugal a sombré au large de l'Australie avec pas moins de 6 000 pièces d'argent. Il s'agit du premier navire portugais à avoir fait naufrage dans ces eaux lointaines. Malheureusement, ces vestiges engloutis, riches en trésors et en récits fascinants, sont loin d'être facilement accessibles. Ils reposent à des profondeurs abyssales et sont ensevelis sous le sable. Tenter de se les accaparer relèverait du pillage patrimonial,
Et nul ne voudrait porter une telle responsabilité, n'est-ce pas? Il va de soi que le Portugal n'était pas le seul pays à sillonner les mers à cette époque. Les côtes européennes regorgent d'épaves renfermant des cargaisons d'or. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de navires historiques reposent actuellement sous les eaux. Et la valeur de ces trésors perdus pourrait avoisiner les 60 milliards de dollars. Cette somme est vertigineuse, mais détrompez-vous. Ces épaves regorgeant d'or ne justifient pas les risques encourus. L'histoire maritime regorge d'exemples où la découverte d'un trésor s'est soldée par des procès interminables, voire de lourdes peines de prison. L'un de ces récits remonte à 1746, lorsqu'une violente tempête fit sombrer le prince de Conti au large d'une île bretonne. Ce navire transportait du thé, des céramiques et 100 lingots d'or. Les propriétaires tentèrent évidemment de récupérer leurs précieuses cargaisons, mais si l'opération s'annonce complexe aujourd'hui, imaginez les difficultés au XVIIIe siècle. Il fallut plus de 2 siècles pour localiser l'épave. Ce n'est qu'en 1975 qu'un groupe de Français la mit au jour, s'emparant aussitôt de tout ce qui avait la moindre valeur. Or, il y a une bonne raison pour laquelle le jeu n'en vaut pas la chandelle. En France, toute découverte à potentiel historique doit être signalée aux autorités dans un délai de 48 heures. Ne pas respecter cette obligation revient purement et simplement à commettre un crime. Certes, les découvreurs déclarèrent bien leur trouvaille, mais seuls les canons rouillés du navire. Quant aux lingots d'or, ils les écoulèrent sur le marché et évidemment chaque barre valant entre 1 000, 2 000, 5 000 et 2 000, 3 000 euros. Il fallut près d'un demi-siècle aux autorités françaises pour remettre la main sur une partie de l'or dérobé, sans parvenir à le récupérer dans son intégralité. Une fraction du trésor fut acquise par un couple âgé vivant en Floride, ce qui leur valut des poursuites pour blanchiment d'argent, crime organisé et trafic de biens culturels. D'autres lingots se retrouvèrent, quant à eux, dans la collection du British Museum. Revenons à présent aux années 1850. Époque où le vapeur SS Central America effectuait la liaison entre le Panama et la Californie. Ce fut l'apogée de la ruée vers l'or, une période où 3000 personnes affluèrent en Californie dans l'espoir d'y faire fortune. Le trajet étant loin d'être une sinécure, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de transporter leur or à bord de grands navires. C'est ainsi que le SS Central America entra en scène. En 1857, il embarquait 578 passagers, ainsi qu'une cargaison d'environ 10 tonnes d'or. Très peu survécurent au naufrage, et entre 100 et 150 millions de dollars en or sombrèrent avec lui. C'est précisément cette fortune engloutie qui poussa, en 1988, un groupe d'investisseurs de Columbus à financer des recherches pour localiser l'épave. L'opération fut dirigée par un certain Tommy Thompson, un homme obsédé par l'idée de retrouver ce trésor perdu. Il lui fallut des années pour déterminer l'emplacement exact du SS Central America, d'autant plus que le navire gisait à 2300 mètres de profondeur dans l'Atlantique, rendant toute récupération extrêmement complexe et nécessitant des technologies de pointe. Ce projet fut financé par 117 investisseurs, qui, bien entendu, ne le faisaient pas par pure philanthropie. Ils avaient injecté 12,5 millions de dollars dans cette entreprise, avec l'espoir d'en tirer au moins 10 fois plus. Mais comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, dès que l'or fut remonté à la surface, l'équipe de recherche fut attaquée en justice par 39 compagnies d'assurance. À l'époque où le SS Central America naviguait encore, ces compagnies avaient couvert la cargaison, et malgré le siècle écoulé, elles exigèrent d'être indemnisées lorsque le trésor fut récupéré. Elles avancèrent qu'il ne leur appartenait pas de récupérer la cargaison, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient fait une croix dessus. Cet argument ne pesa guère, et 92% de l'or fut finalement attribué à l'équipe de recherche. Mais l'histoire prit une tournure plus rocambolesque, lorsque Tommy Thompson escroqua ses investisseurs avant de disparaître avec 4,16 millions de dollars et 500 pièces d'or, dont il refusa obstinément de révéler la cachette. Cette affaire illustre parfaitement pourquoi la plupart des pays ont instauré des lois visant à protéger les biens culturels. Car oui, les épaves peuvent être considérées comme telles. Cela dit, toutes les découvertes maritimes ne relèvent pas de l'infraction. Prenons l'exemple du SS City of Cairo, un paquebot à vapeur qui sombra en 1929 avec à son bord 2000 caisses de pièces en argent pour un total de 122 tonnes de métal précieux.
une société du nom de Deep Ocean Search est parvenue à récupérer ces pièces à une profondeur de 5200 mètres, soit 1400 mètres de plus que l'épave du Titanic. 34 millions de livres sterling ont été reversés au Trésor britannique, tandis que Deep Ocean Search a également obtenu sa part du butin. La bonne nouvelle, c'est que certaines de ces pièces sont légalement accessibles aux collectionneurs. Acquérir un tel trésor est sans doute la manière la plus simple d'approcher une découverte archéologique sous-marine. Je sais, je viens de réduire vos rêves de piraterie à néant. Mais même si piller des épaves remplies d'or constitue un crime dans la plupart des pays, ou simplement une entreprise hors de portée financière pour le commun des mortels, il reste encore un espoir. On estime qu'environ 707 000 milliards de dollars en or reposent au fond des mers, sans propriétaire attitré. C'est une véritable mine d'or sous-marine. Sauf que l'or se trouve dissous dans l'eau. Vous savez à quel point l'eau de mer est salée ? Eh bien, c'est parce qu'elle est chargée de minéraux, dont l'or. Hélas, cela signifie que vous tomberez jamais sur une pépite en vous promenant sur la plage. Chaque litre d'eau de mer contient environ 13 milliardièmes de grammes d'or, une quantité infinitésimale, rendant son extraction complexe. Mais cela n'a pas empêché certains d'essayer, et bien sûr, une arnaque a vu le jour. Dans les années 1890, un homme prétendit avoir mis au point un dispositif capable d'extraire l'or de l'eau de mer. Une fois les fonds levés, il s'éclipsa discrètement avec la caisse. Si vous êtes vraiment déterminé à trouver de l'or, pourquoi ne pas aller chercher directement dans le noyau terrestre, qui contiendrait environ 1,6 milliard de tonnes d'or, soit 16 fois plus que tout ce que l'humanité a extrait depuis ses débuts? Aucun risque de supercherie ici, puisque personne n'a encore eu l'audace de tenter l'expédition. Avec toutes ces épaves remplies d'or que les archéologues exhument aux quatre coins du globe, qui sait? Peut-être pourrons-nous un jour faire nos propres découvertes? Ou économiser suffisamment pour nous offrir quelques piécettes en argent? Les scientifiques ont enfin élucidé le mystère du monstre du Loch Ness. Prêt pour un scoop, il ne s'agit pas d'un véritable monstre. Peut-être un dinosaure ayant traversé les âges, ou simplement un amas de débris flottant sur l'eau. Grâce aux nombreuses découvertes au sujet de cet être énigmatique, nous disposons d'éléments probants pour vous raconter une toute autre histoire. En 1933, George Spicer et son épouse circulaient en voiture le long des rives du Loch Ness, lorsqu'ils ont aperçu une silhouette imposante, dotée d'un long cou, traversant la route. L'apparition évoquait une créature, tout droit sortie de la préhistoire, une bête à l'allure reptilienne, différente de tout ce qu'ils avaient pu voir jusqu'alors. Cet événement marqua le début de la propagation fulgurante des théories sur l'existence du monstre du Loch Ness. L'une des observations les plus célèbres du monstre du Loch Ness eut lieu un an plus tard, en 1934, lorsqu'un homme saisit un cliché devenu emblématique de Nessie, le surnom qui lui fut attribué, un monstre femelle. Quoi qu'il en soit, cette photo, baptisée Surgeon's Photograph, montrait une silhouette au cou élancé émergeant de l'eau. Pendant des décennies, elle servit de preuve à ceux qui croyaient dur comme fer à la réalité du monstre. Mais bien des années plus tard, la supercherie fut dévoilée. L'un des protagonistes impliqués dans la prise du cliché avoua qu'il s'agissait d'un canular soigneusement orchestré. L'image avait été mise en scène et, lors de sa publication, sévèrement recadrée. Cette manipulation donnait l'illusion que la créature était bien plus imposante qu'en réalité, alimentant ainsi les spéculations quant à l'existence du monstre. Dans les années 60, une des premières grandes études scientifiques consacrées au mystère du Loch Ness fut menée. Une équipe de chercheurs, armés d'un sonar, explora méthodiquement les profondeurs du lac, consacrant de longues heures à la quête de preuves attestant la présence d'une créature de grande taille. Ce qu'ils ont découvert s'est révélé déroutant. Plusieurs objets en mouvement ont été détectés dans les profondeurs du loch, sans qu'aucune explication claire ne puisse être avancée quant à leur nature. Bien que l'équipe n'ait pu obtenir de preuves irréfutables, cette découverte a renforcé l'idée qu'une créature imposante résidait peut-être dans les eaux du Loch Ness. Par la suite, les recherches sur le mystère du monstre du Loch Ness n'ont cessé de ressurgir. En 1972, grâce à la photographie sous-marine, des chercheurs sont parvenus à capturer des images troublantes, ravivant brièvement l'espoir du public. Pourtant, en dépit de l'engouement suscité, ces premières études se sont révélées loin d'être concluantes. Bien sûr, tout le monde n'a pas adhéré aux théories fantaisistes entourant le monstre du Loch Ness. Un professeur de zoologie de l'université d'Oxford a ainsi affirmé que l'existence de cette créature relevait de
l'impossibilité biologique. Tiens, mon pédiatre disait la même chose de moi. Quoi qu'il en soit, il souligne qu'aucun reste squelettique n'a jamais été découvert dans la région. De surcroît, aucun pêcheur n'a jamais capturé dans ses filets un animal pouvant correspondre à la description du monstre. À ses yeux, tout cela démontre que la légende ne repose sur rien de tangible. Quant aux célèbres photographies censées prouver l'existence du monstre, leur explication est, selon lui, des plus prosaïques. Il avance que ces clichés ne montrent rien d'autre que des débris flottants ou des oiseaux, tels que les cormorans, dont le long cou et la position basse sur l'eau peuvent aisément prêter à confusion. Face aux objections, il invoque les biais psychologiques humains et souligne notre tendance à surestimer la taille des objets, en particulier lorsqu'on ne les aperçoit qu'un bref instant. Ce phénomène s'amplifie encore lorsque l'observateur est animé par le désir de voir ce qu'il espère. Un grand nombre de ces prétendus clichés montrent un animal doté d'un long cou et d'une petite tête, ce qui a amené certains à penser qu'ils étaient en présence d'un plésiosaure, un reptile marin géant ayant vécu il y a 215 millions d'années, avant de disparaître en même temps que les dinosaures. L'hypothèse selon laquelle un plésiosaure aurait survécu jusqu'à aujourd'hui circule depuis les premières observations du monstre. Pourtant, ce chercheur rejette catégoriquement cette idée. Il rappelle qu'aucun fossile de plésiosaure postérieur à 66 millions d'années n'a été découvert dans la région. En somme, l'existence d'une créature préhistorique tapie dans les eaux du Loch Ness ne repose sur aucun fondement scientifique. Une autre théorie, cette fois-ci défendue par un naturaliste britannique ayant consacré plus de 50 ans à l'étude du phénomène, adopte une approche moins spectaculaire. D'après lui, la plupart des témoignages rapportant la présence d'une créature au long cou ne seraient que de simples erreurs d'identification d'animaux bien plus ordinaires. Il suggère que les témoins pensent voir un serpent de mer. Des récits mentionnant l'apparition du monstre du Loch Ness existent depuis le VIe siècle, bien avant l'invention du whisky écossais et de bien d'autres explications. Les premiers récits décrivent enfin de grandes créatures dotées de corps allongés, rappelant ceux des serpents et arborant plusieurs bosses. Certains affirment même qu'elles atteignaient à la taille d'un bateau, tandis que d'autres jurent avoir aperçu une silhouette nager dans les eaux. Bon nombre de ces observations de serpents de mer pourraient en réalité être des malentendus ou des exagérations liées à la faune commune du loch, comme de gros poissons ou même des oiseaux. Il pourrait s'agir de grandes anguilles, une espèce bien connue pour peupler les eaux du Loch Ness. En mouvement, ces créatures allongées et sinueuses pourraient aisément donner l'illusion d'une silhouette ondulante. Observées de loin, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou par temps brumeux, elles ont pu être confondues avec quelque chose de bien plus énigmatique. La troisième théorie avance tout autre chose. Nessie ne serait rien de plus qu'une série de vagues stationnaires. Ces phénomènes apparaissent lorsque les sillages de deux bateaux se croisent, formant une proéminence à la surface de l'eau qui, vue de loin, pourrait évoquer la créature. Les passionnés du Loch Ness ont même démontré ce phénomène grâce à des images filmées à Fort Augustus, là où une rivière se jette dans le lac. Ces passionnés avaient d'ailleurs de grands projets. Ils comptaient utiliser des drones équipés de caméras infrarouges et de microphones sous-marins pour explorer les profondeurs du loch. Avec ses 37 km de long et plus de 200 mètres de profondeur, le Loch Ness est proprement immense. Ils étaient pas persuadés que ces technologies mettraient un terme au débat. Pourtant, malgré tous leurs efforts, Nessie demeure introuvable. Mais le monstre du Loch Ness n'est pas la seule créature à défier les explications scientifiques. De nombreux témoignages rapportent l'existence de Yétis et de Sasquatches, sans qu'aucune preuve tangible ne vienne les confirmer. Certains ont même réalisé des films dans l'espoir de percer leur mystère. Toutefois, selon les recherches les plus récentes, il est peu probable que des preuves tangibles de leur existence soient jamais découvertes. La science affirme pouvoir expliquer ces observations de Sasquatch. Et voici comment. Les biologistes spécialisés dans l'étude de la faune sauvage utilisent depuis longtemps des pièges photographiques installés dans des zones reculées afin de capturer des images d'animaux furtifs. Ces caméras détectent les mouvements et prennent des clichés, offrant ainsi de précieuses données sur la biodiversité des écosystèmes. À mesure que les pièges photographiques accumulent des clichés, la diversité des espèces recensées s'élargit. Toutefois, au bout d'un certain temps, ce chiffre atteint un plafond, indiquant qu'aucune nouvelle espèce n'est détectée. Bien qu'il soit impossible d'en avoir une certitude absolue, les chercheurs estiment qu'après un déploiement massif de caméras, la probabilité de découvrir de nouvelles espèces, en particulier de grande taille comme le Bigfoot ou le Yéti, devient extrêmement faible.
Des études basées sur ces pièges photographiques ont été conduites durant des années dans les régions où ces créatures sont supposées vivre. Mais aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. À la place, les seules traces du Bigfoot ou du Yeti proviennent de photographies floues ou de vidéos tremblantes, saisies par des témoins affirmant les avoir aperçues. Par ailleurs, nos connaissances en biologie rendent l'existence du Bigfoot hautement improbable. Souvent décrit comme un grand singe, il aurait dû évoluer en Amérique du Nord. Or, les grands singes sont apparus en Afrique, et le seul à avoir atteint les Amériques est l'Homo sapiens, dont les ancêtres ont traversé le détroit de Bering il y a seulement 16 000 ans. Un laps de temps bien trop bref pour permettre l'émergence d'une nouvelle espèce comme Bigfoot. Aussi décevant que cela puisse être pour les passionnés de cryptozoologie, les preuves scientifiques convergent vers une conclusion sans appel. Des êtres tels que Bigfoot ou le Yeti relèvent bien plus du mythe que de la réalité. Après des décennies de recherches approfondies, on peut désormais affirmer sans réserve que la science a percé le mystère du monstre du Loch Ness. Il appartient au domaine de la fiction. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé, qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale, agencé d'une manière étrangement familière. Deux anneaux y étaient visibles, un cercle externe, un autre interne, reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge englouti dans le lac Michigan précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient déjà à stupéfier les chercheurs de l'Université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'Université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage, afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte, où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants. Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique,
qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offre aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de « triangle du lac Michigan », évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres avait sombré il y a plus de 130 ans. La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WIA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'État du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapolis, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu. Mais grâce à une combinaison de recherches historiques et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux, le plus vieux d'entre eux remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé. En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre,
manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages, et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leurs dates de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous ? Sous l'épaisse canopée d'une forêt tropicale préhistorique, un prédateur silencieux s'insinue dans les eaux troubles de la rivière. Voici le Titanoboa. Sa taille est proprement monstrueuse, plus de 12 mètres de long, soit l'équivalent d'un car scolaire, et un poids comparable à celui d'une petite voiture. Il s'impose comme le plus grand serpent que la Terre ait jamais porté. Nous sommes il y a environ 60 millions d'années. À peine 6 millions d'années se sont écoulées depuis que les dinosaures ont été balayés par un astéroïde. Lentement, la nature renaît. C'est l'époque du Paléocène. Le domaine du Titanoboa est aussi luxuriant que suffocant. L'air y est saturé d'humidité, tel celui d'un hammam, et les cours d'eau abondent de poissons, un terrain idéal pour ce prédateur. Avec la disparition des dinosaures, le Titanoboa s'impose comme le maître de la chasse. Son corps est conçu pour allier puissance brute et furtivité. Sa colonne vertébrale, à la fois souple et robuste, soutient son impressionnante carrure sans compromettre sa discrétion. Dans l'eau, le Titanoboa se déplace comme une ombre, presque imperceptible. Il ne pourchasse pas sa proie, nul besoin. Tapi sous la surface obscure de la rivière, le Titanoboa attend. Un groupe d'anciens poisons pulmonés s'aventure un peu trop près. En un clin d'œil, il surgit, rabattant violemment ses mâchoires. Le poisson est condamné. L'étreinte du serpent ne laisse aucune issue. Dès que la proie cesse de se débattre, il l'avale tout rond. Durant des millions d'années, ce serpent a dominé les forêts tropicales sans partage. Aucun adversaire ne pouvait rivaliser, ni les crocodiles préhistoriques, ni les petits mammifères, ni les oiseaux. Pourtant, le Titanoboa n'était pas le seul prédateur au sommet de la chaîne. Aux côtés du Titanoboa existait une vaste lignée de serpents, les Matsoidae, un immense arbre évolutif regroupant de nombreux génomes et espèces. Leur histoire s'étend sur près de 100 millions d'années, jusqu'à l'époque du Crétacé. Leurs fossiles ont été découverts aux 4 coins de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Australie. Cela s'explique par le fait qu'ils ont évolué sur le continent Gondwana, une seule et immense masse terrestre, au cœur de laquelle ils prospéraient. À cette époque, cette famille cohabitait avec l'ensemble des dinosaures. Ces derniers dominaient alors la planète, reléguant les serpents à un rôle secondaire. Ils vivaient dans leur ombre, contraints de s'adapter pour survivre. Certains se nourrissaient de petits mammifères, d'autres attendaient patiemment l'éclosion des œufs de dinosaures. Les plus téméraires osaient même s'en prendre aux jeunes dinosaures. Les fossiles d'une espèce ont révélé, dans son estomac, les restes d'un jeune titanosaure, ce géant au long cou, Lorsque l'ère des dinosaures prit fin dans un cataclysme incandescent, le moment était venu pour ces serpents de s'épanouir. Après l'impact de l'astéroïde, la Terre entra dans une ère nouvelle, marquée par la chaleur et l'humidité. Plus le climat se réchauffait, plus les reptiles à sang froid trouvaient ces conditions favorables à leur expansion. Les serpents, y compris le Titanoboa, atteignirent des tailles sans précédent. Il en allait de même pour les membres de la lignée Matsoidae. Partout, les serpents s'étendirent à travers les continents, gagnant en taille et en dangerosité au fil des siècles. Avec le temps, le Titanoboa cessa d'être l'unique souverain des jungles. Avançons jusqu'à 47 millions d'années avant notre ère. Nous sommes désormais au milieu de l'Éocène, dans les basses terres tropicales de l'actuelle Inde occidentale. Un paysage luxuriant, marécageux, entre rivières et étangs. La terre, alors plus chaude, abritait des tortues et des créatures similaires aux crocodiles, se réchauffant au soleil. C'est dans ce contexte qu'émergea le plus grand et le plus redoutable de ces prédateurs, Vasuki indicus. Son nom impose le respect. Vasuki, roi des serpents dans la mythologie hindoue, ce reptile gigantesque enroulé autour du cou du dieu Shiva, symbole de force et de loyauté.
Quant à la mention Indicus, elle renvoie à la découverte de ces fossiles en Inde. Vasuki surpassa Titanoboa, atteignant la taille vertigineuse de 15 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Il pesait autant qu'un petit éléphant. Contrairement au Titanoboa, adepte de la chasse en milieu aquatique, Vasuki privilégiait la terre ferme, bien qu'il puisse toujours plonger dans l'eau si besoin. Il rôdait sur les sols marécageux avec une lenteur méthodique, se confondant avec l'épaisse végétation. Il s'attaquait aussi à des crocodiles, des tortues gigantesques et même aux premières baleines. Nul n'était de taille face à lui. Sa musculature prodigieuse lui permettait de broyer avec une force inouïe. Mais le plus terrifiant restait sa mâchoire. Contrairement au Titanoboa ou au python actuel, Vasuki ne pouvait engloutir de grandes proies d'un seul tenant. Il les dévorait vivantes, à l'aide de ses dents, brutalement, avec une rapidité terrifiante. Un prédateur suprême de son époque. Et rappelons-nous qu'il ne s'agissait pas d'un unique Titanoboa ni d'un seul Vasuki. Ces serpents formaient une population entière. Durant le Paléocène, les rivières étaient peuplées de nombreux Titanoboa. Certains, jeunes et plus petits, luttaient pour leur survie, tandis que les plus anciens et imposants régnaient sur les cours d'eau. Il en allait de même pour les générations successives de Vasuki Indicus, qui s'en disputèrent la suprématie pendant des millénaires. Avec le temps, d'autres membres de la famille des Matsoidae trouvèrent chacun un territoire à dominer. Ainsi, aux côtés de Vasuki, un autre géant nommé Gigantophis garstini prospérait dans l'actuelle Égypte, au nord de l'Afrique. À l'époque, cette région n'était qu'eau et marécage. Avant la découverte d'autres serpents géants, Gigantophis était considéré comme le plus grand de tous, atteignant près de 11 mètres de long, soit davantage que les plus puissants serpents actuels, comme l'anaconda vert. Mais bientôt, nous entrons dans l'ère du Pléistocène, entre 2,5 millions d'années et à peine 11 000 ans avant notre ère. Les humains modernes commençaient à évoluer aux quatre coins du globe, et les serpents se retrouvèrent y confrontés à une nouvelle menace, bien plus redoutable que les dinosaures. Tandis que notre espèce développait son cerveau, l'Australie voyait régner ses propres souverains ophidiens, Wonambi et Yurlungur. Leurs noms proviennent eux aussi de légendes ancestrales. Ainsi les peuples aborigènes désignaient-ils le serpent arc-en-ciel mythologique, créateur du monde. Cela ressemble à l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Le serpent a-t-il été nommé d'après une divinité, ou bien les aborigènes ont-ils forgé leur divinité à partir de ce redoutable reptile? Les anciens habitants de l'Australie ont partagé leur territoire avec ces prédateurs durant des millénaires. Ils mettaient leurs enfants en garde en leur transmettant le récit de ces serpents redoutés. Dans leur tradition orale, le grand serpent arc-en-ciel modelait le relief, dessinait les rivières et façonnait les éléments du monde. Ces récits trouvent sans doute leur origine dans la puissance de ces serpents. Ils ignoraient toutefois que ces bêtes n'étaient à pas aussi titanesques que Vasuki ou Titanoboa. Ils demeurèrent cependant dangereux. Yurlungur pouvait atteindre 8 mètres de long. Ils affectionnaient les zones les plus verdoyantes et humides de l'Australie du Miocène, notamment les cours d'eau bordés de végétation, riches en proies potentielles. Yurlungur possédait un corps massif, aussi épais qu'une cuisse humaine. Il traquait ses proies dans la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Queensland. C'est dans les couches calcaires de Rivers Lake que l'on a mis au jour ces fossiles. La découverte était remarquable, le crâne était presque intact, dents comprises. Un fait exceptionnel, sachant que les crânes de serpents sont très fragiles et survivent à la fossilisation. Comme ses ancêtres, Yurlungur ne dépendait pas du venin. Il tuait par constriction, alliant rapidité et puissance. Ces reptiles, du moins, n'étaient pas non plus aussi brutaux. Leur étreinte suffisait à provoquer un arrêt cardiaque quasi instantané, abrégeant ainsi les souffrances de leur proie. Ils n'étaient pas non plus capables d'avaler leurs victimes d'un seul coup, et ne possédaient pas non plus les dents acérées de Vasuki ou du Titanoboa. Ainsi, Yurlungur, tout comme Wonambi, devaient consommer lentement leur proie, à l'image des pythons actuels. Wonambi, pour sa part, mesurait près de 6 mètres de long. Doté d'un crâne plus étroit, il ne pouvait s'en prendre qu'à des marsupiaux, reptiles ou autres créatures imprudentes. Son domaine était le point d'eau, où il demeurait enroulé, immobile, parfaitement dissimulé dans la poussière. Lorsque les kangourous ou les wallabies s'approchaient prudemment pour boire, ils ne percevaient la menace que bien trop tard. Les serpents du genre Wonambi ont persisté en Australie durant des millions d'années.
Même lorsque le climat et les écosystèmes se sont transformés, ces reptiles n'en ont guère été affectés. Ils se sont même épanouis dans les zones plus fraîches et arides du continent. Mais même les géants finissent par décliner. Le temps a poursuivi son œuvre. La planète s'est refroidie davantage, et la nature s'est métamorphosée. Wonambi a survécu jusqu'à environ 50 000 ans, et aurait pu durer davantage, si les humains n'étaient pas intervenus. Ce sont justement les aborigènes d'Australie, autrefois terrifiés par Wonambi, qui ont fini par signer l'arrêt de mort du reptile. Après tant d'années passées au sommet de la chaîne alimentaire, il aura suffi que de petits primates le pourchassent jusqu'à l'extinction. Ainsi va l'évolution. Tous les grands serpents ont fini par disparaître, ne laissant que leurs fossiles, et des récits tels que celui-ci. Stonehenge n'était pas un sanctuaire mystique permettant de voyager à travers le temps. Il fut en réalité édifié dans l'espoir de façonner un avenir différent. De récentes recherches ont révélé que ce monument aurait probablement été conçu comme un moyen de rassembler les Bretons insulaires durant une période de division. L'élément central de cette hypothèse repose sur la pierre de l'autel, la plus emblématique du site. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les pierres composant Stonehenge, dont la pierre de l'autel, provenaient des collines de Preseli, situées non loin, dans le pays de Galles. Ainsi, le site aurait été l'œuvre d'une communauté locale, en l'occurrence des peuples néolithiques, ayant exploité des matériaux facilement accessibles pour ériger un tertre cérémoniel, un calendrier solaire et un site funéraire réunis en un seul lieu. Cette certitude a été ébranlée par une découverte majeure. En 2018, des études avancées ont révélé que la pierre de l'autel provenait en réalité de la région de la Tay, dans le nord-est de l'Écosse, soit à plus de 640 km du site de Stonehenge. Des pierres similaires ont été identifiées dans des monuments écossais. En effet, la pierre de l'autel appartient à la catégorie des pierres couchées, disposées à l'horizontale. Or, ces structures se retrouvent fréquemment dans des cercles mégalithiques en Écosse et sont une particularité propre à la région. Cette découverte a suscité de nouvelles réflexions parmi les archéologues. Peut-être Stonehenge ne se limitait-il pas à un projet local, mais représentait-il plutôt une entreprise commune impliquant diverses tribus réparties à travers toute la Grande-Bretagne. Pour mieux saisir cette hypothèse, il faut remonter à environ 3000 avant notre ère, une époque où la Grande-Bretagne ne constituait pas encore une entité politique unifiée. Elle était alors morcelée en une mosaïque de tribus, notamment issues d'Europe du Sud et de l'Est, chacune préservant ses propres traditions et croyances. En tant qu'île, la Grande-Bretagne a connu de nombreux bouleversements démographiques. Sa population était principalement composée d'agriculteurs, descendants de peuples venus du Moyen-Orient, qui s'étaient établis sur ces terres il y a environ 6000 ans. Ce groupe prospéra jusqu'en 2500 avant notre ère, moment où une nouvelle vague migratoire, originaire des régions correspondant aux actuels Pays-Bas et à l'Allemagne, fit son apparition. Ces nouveaux arrivants, désignés sous le nom de culture campaniforme, furent à l'origine d'un profond bouleversement démographique qui marqua la fin du néolithique et les périodes qui suivirent. Leur appellation provient d'un type distinctif de céramique qu'ils confectionnaient et qu'ils utilisaient notamment pour accompagner leurs défunts dans leur dernier voyage. Il est fort probable que les habitants autochtones aient mal accueilli ce repeuplement de leur territoire. Selon les chercheurs, Stonehenge aurait ainsi été érigé comme une tentative de rassemblement des populations néolithiques originelles et de réaffirmation de son emprise identitaire sur ces terres en mutation. L'édification du site aurait nécessité des efforts considérables, notamment pour transporter la pierre de l'autel depuis l'Écosse, sans bénéficier d'avancées technologiques comme la roue. Certes, celle-ci avait déjà été inventée en basse Mésopotamie. Mais faute de connexion au débit, les Bretons de l'âge de pierre en ignoraient encore l'existence. Face à cette crise territoriale, les communautés locales auraient mobilisé leurs ressources pour déplacer cette pierre jusqu'à la plaine anglaise de Salisbury, dans une tentative de réunification symbolique. Stonehenge n'a pas été construit d'un seul tenant. Son histoire remonte à environ 3000 avant notre ère, époque où le site se réduisait à un simple fossé circulaire bordé d'un talus, une structure connue sous le nom de henge. En son centre, des rondins de bois avaient été érigés, accompagnés peut-être de sculptures totémiques. Ce premier état du monument n'était pas encore marqué par la présence de pierres. Il servait vraisemblablement de lieu rituel et de sépulture. Des fosses de crémation datant de cette période y ont été mises au jour, faisant de Stonehenge le plus ancien site funéraire connu de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'aux alentours de 2600 avant notre ère que les pierres bleues firent leur apparition.
Cette appellation peut prêter à confusion, car ces roches ne sont pas vraiment bleues. Toutefois, lorsqu'elles sont fraîchement fracturées, elles révèlent la teinte bleuâtre qui leur a valu ce nom. Ces roches plus modestes proviendraient vraisemblablement des monts Preseli, situés dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Certains chercheurs avancent que les peuples anciens attribuaient aux pierres bleues des vertus curatives. Dès lors, il n'est pas anormal de supposer que cette croyance ait motivé les efforts considérables pour les acheminer jusqu'aux plaines de Salisbury. Vers 2500 avant notre ère, Stonehenge commence à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est à cette période que les imposantes pierres de Sarsen font leur apparition. Ces blocs colossaux, qui composent le célèbre cercle extérieur du monument, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes chacun, soit l'équivalent de 3 éléphants d'Afrique empilés. On suppose également que c'est à ce moment-là que la pierre de l'autel aurait été transportée depuis l'Écosse pour être placée au cœur du site. La pierre de l'autel est la plus imposante des pierres bleues utilisées dans l'édification de Stonehenge. Aujourd'hui, elle repose à l'horizontale, au pied du plus grand trilithe du monument. Pour rappel, les trilithes désignent ces structures formées de 2 menhirs surmontés d'une pierre horizontale, constituant ainsi les arches les plus reconnaissables du site. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Pendant près d'un siècle, les scientifiques ont cru que la pierre de l'autel provenait des collines de Preseli, tout comme les autres pierres bleues. Cela semblait logique. Si ces blocs étaient déjà transportés depuis le pays de Galles, pourquoi ne pas y prélever aussi une pierre particulière pour en faire un autel ? Toutefois, cette théorie s'est effondrée en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs a approfondi les analyses. Grâce à des techniques géochimiques avancées, ils ont pu déterminer avec précision l'origine du grès constituant la pierre de l'autel. Il s'est avéré que celle-ci ne provenait pas du pays de Galles. Les résultats ont, en réalité, orienté les chercheurs vers le nord, plus précisément vers le bassin des Orcades, dans le nord-est de l'Écosse, à 640 km de Stonehenge. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire du site. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées sur une telle distance ? Une ancienne hypothèse, appelée « route de glace », suggère qu'elles auraient pu être déplacées, grâce à des chemins glacés naturels formés en hiver, permettant de les faire glisser sur de longues distances. Toutefois, pour un trajet excédant les 160 km, cette théorie semble peu réaliste. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été réfutée, car le climat de l'époque était plus chaud qu'aujourd'hui. Une autre théorie suggère que les pierres auraient été acheminées par voie fluviale, flottant depuis la carrière jusqu'au site. Toutefois, les blocs de Sarsen sont bien trop massifs pour pouvoir être transportés ainsi. Cette théorie s'effondre donc. En définitive, nul ne sait avec certitude comment ces pierres ont été acheminées. Les recherches menées à Stonehenge ont également révélé des informations fascinantes. Un relevé laser récent a permis d'identifier différentes techniques de taille de la pierre et a mis en évidence des écarts notables dans la finition du monument. Certaines sections ayant manifestement fait l'objet d'un soin particulier. On a notamment constaté que la face nord-est et les surfaces internes des trilithes centraux avaient été soigneusement polies. À titre d'information, le terme trilithe, d'origine grecque, signifie simplement « 3 pierres ». Mais peut-être êtes-vous plus coutumier des dolmens qu'affectionne particulièrement l'irréductible Obélix ? Toutefois, la véritable énigme, et sans doute la raison de la renommée mondiale de Stonehenge, réside dans sa fonction première. L'ensemble de son agencement semble avoir été méthodiquement conçu pour s'aligner avec les cycles solaires. L'architecture du site est particulièrement en phase avec les solstices, ces moments où l'on observe les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil se lève dans un alignement parfait avec la Hillstone, projetant ses rayons directement au centre du cercle de pierre. Un spectacle grandiose, qui devait impressionner son ancien public. C'est toutefois le solstice d'hiver qui semble avoir un lien privilégié avec la pierre de l'autel. Ce jour-là, au moment du coucher du soleil, les rayons viennent précisément s'aligner avec cette pierre centrale. Pour ces bâtisseurs, cet alignement allait bien au-delà d'un simple phénomène astronomique. Il portait sans doute une signification spirituelle et ancestrale profonde. La pierre de l'autel, baignée par la lumière du couchant, pouvait être perçue comme un passage entre les mondes. Un lien entre les vivants et leurs ancêtres, entre la Terre et le cosmos, entre le présent et l'éternité.
Dans une époque dépourvue de calendrier, d'horloge ou de moyens de prévision météorologique, les solstices rythmaient l'existence. Ils régissaient les cycles agricoles autant que les rites spirituels. Ainsi, Stonehenge n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais peut-être aussi une manière de préserver et d'honorer un héritage ancestral au sein d'un monde en perpétuelle transformation. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti.
L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon. Mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Voici Costello. C'est un poulpe de récif brésilien. Mais Costello n'est pas un poulpe ordinaire. En l'observant, les scientifiques ont découvert qu'il faisait peut-être des cauchemars. Lorsqu'il dormait, il changeait de couleur, faisait de grands mouvements, expulsait de l'eau et libérait même de l'encre. Ils ont donc décidé d'étudier Costello pendant un certain temps. Son comportement durant son sommeil ressemblait à du stress et à de la peur. L'étude a montré qu'il pouvait faire des rêves très intenses, parfois effrayants. Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul cas, ces mignonnes créatures sous-marines sont connues pour leur intelligence et leur comportement parfois proche de celui des humains. Et il est donc tout à fait possible qu'elles fassent des rêves comme nous. Dans le cas de Costello, il se peut qu'il soit hanté par ses souvenirs de sa vie au large des quais de Floride. Il a un passé chargé. Il a perdu un tentacule à cause d'un prédateur avant sa mise en captivité. C'est peut-être ce qu'il voit dans ses rêves. Si cette découverte s'avère exacte, elle pourrait modifier notre conception de l'intelligence et de la conscience, tant chez les animaux que chez les humains. Les plantes peuvent parler.
Les scientifiques ont découvert qu'elles émettent des clics ultrasoniques lorsqu'elles sont stressées. Imaginez des tomates et des plants de tabac complètement affolés. Les sons sont similaires à ceux du papier bulle, qui éclate, mais à une fréquence bien trop élevée pour nos oreilles. On appelle ça des signaux ultrasoniques. Ce serait leur façon de manifester leur stress. Cela signifierait que les plantes peuvent communiquer entre elles et que les plantes stressées aiment particulièrement se plaindre. Elles émettent entre 30 et 50 de ces bruits par heure. Les plantes calmes et en bonne santé sont beaucoup plus silencieuses. Et non seulement les plantes parlent, mais elles ont leur propre langage. Elles émettent des sons différents selon qu'elles ont soif, qu'une tige coupée les gêne, et ainsi de suite. De plus, certains de ces bruits sonnent l'alarme avant même que les plantes ne montrent des signes de déshydratation, c'est-à-dire qu'elles savent que leur situation est sur le point de s'aggraver. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi elles agissent ainsi. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de cavitation, un terme qui désigne des bulles d'air dansant dans la tuyauterie de la plante. Les plantes qui chantent ces symphonies sont le maïs, le blé, le raisin et même les cactus. Il s'agit d'une découverte importante pour l'agriculture. Elle pourrait notamment nous permettre de savoir quand nos cultures ont soif. Nous allons donc maintenant écouter les plantes et déchiffrer leur langage secret. C'est l'heure des infos universelles. Des études récentes bouleversent ce que nous pensions savoir sur l'âge de l'univers. Les résultats obtenus au cours des dernières décennies ont montré que l'univers devait avoir environ 13,7 milliards d'années. Or, une nouvelle étude montre qu'il pourrait être presque 2 fois plus vieux, jusqu'à 26,7 milliards d'années. Gardez à l'esprit que ce n'est pas prouvé et que, pour l'instant, le chiffre officiel reste inchangé. Pour mesurer l'âge de l'univers, les scientifiques se basaient sur le temps écoulé depuis le Big Bang et sur l'étude des étoiles anciennes. Mais certaines étoiles semblaient étrangement plus vieilles que l'univers. Par exemple, l'étoile Mathusalem, dont l'âge est estimé à environ 14 milliards d'années, ce qui serait plus vieux que l'univers. Et puis le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies qui étaient déjà très mûres quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Tout cela pose de sérieux problèmes aux astronomes. Cette nouvelle hypothèse combine la théorie de l'expansion de l'univers à celle de la lumière fatiguée. Cette dernière suggère que la lumière perd de l'énergie en parcourant les distances cosmiques. On combine ça à la théorie de l'expansion de l'univers. Et voilà. À mesure que l'univers s'étend, la lumière se fatigue. Ce qui explique que nous ne puissions pas voir toutes les étoiles super anciennes et très éloignées de nous. Et donc qu'il est possible que nous nous trompions dans nos calculs sur l'âge de l'univers. Ce nouveau modèle repousse également le moment où les galaxies auraient commencé à se former. Il nous suggère que les premières galaxies repérées par le télescope Webb ont mis beaucoup plus de temps à se former qu'on ne le pensait. Cette étude a ébranlé la communauté scientifique. Si nous avons commis une erreur de calcul aussi importante, nous devrons revoir les principes fondamentaux de l'astrophysique. Ce serait un pas de géant et il faudrait tout remettre à plat. Ou presque. C'est pourquoi il faut être très prudent. Les scientifiques sont en train de tester cette nouvelle théorie et il nous faut être patients. Mais il n'y a pas que des nouvelles sur l'espace. Les nouvelles technologies de l'IA sont déjà activement utilisées pour la recherche scientifique. L'IA nous aide à rechercher des signes de vie extraterrestres. Les chercheurs du SETI ont créé des algorithmes d'apprentissage automatique qui nous permettent de passer le bruit cosmique au crible plus rapidement et plus efficacement. Lorsque vous pointez un radiotélescope vers les étoiles, c'est comme si vous vous branchiez sur une station radio céleste remplie de signaux différents. Nous captons tout, des pulsars aux radiogalaxies en passant par les interférences terrestres. De toute évidence, il est difficile d'identifier un éventuel signal extraterrestre dans tout ce fatras. Pendant plus de 60 ans, les scientifiques ont dû faire tout ça manuellement. C'était une tâche ardue que de scruter le ciel et d'explorer les étoiles et les fréquences radio. Mais aujourd'hui, l'IA vient de nous aider. Ces algorithmes sont entraînés à reconnaître et à distinguer les modèles d'interférences connus, comme ceux des téléphones portables et des appareils électroniques, au milieu des données cosmiques. Ils repèrent tout ce qui s'écarte de ces modèles, les minuscules aiguilles dans l'immense botte de foin. Et nous avons déjà fait quelques percées. Les astronomes ont détecté 8 signaux qui ne correspondaient pas aux modèles connus. Même s'il n'est pas confirmé qu'il s'agit de vie extraterrestre,
Ces signaux montrent qu'il existe un grand potentiel pour la recherche future. Pour en revenir aux animaux, penchons-nous maintenant sur la Terre préhistorique. Imaginez des tortues si massives qu'elles feraient passer leurs cousines d'aujourd'hui pour de minuscules jouets. Récemment, des scientifiques sont tombés sur les restes fossilisés de l'une de ces géantes. Il s'agit d'un titan marin qui sillonnait les eaux européennes il y a environ 75 millions d'années. La découverte fut accidentelle. Un randonneur du nord de l'Espagne est tombé sur des fragments de cette créature près des Pyrénées. Cette tortue faisait la taille d'un rhinocéros, 4 mètres de long. Pour vous donner une idée, ça correspond à une voiture moyenne. Cela montre que les tailles extrêmes étaient les plus courantes avant la grande extinction. Les tortues que nous connaissons aujourd'hui, plus petites mais néanmoins toujours imposantes, ont dominé par la suite. Mais les océans étaient jadis remplis de tortues géantes qui mangeaient des mollusques et des méduses. Cette découverte remet aussi en question l'idée selon laquelle les tortues géantes ne vivaient qu'en Amérique du Nord. L'existence de cette tortue prouve que ces reptiles colossaux fréquentaient également les eaux européennes. Il ne s'agit donc peut-être que de la partie émergée de l'iceberg. Enfin, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une grande découverte. Il a détecté un composé carboné crucial dans l'espace. Il s'agit du cation méthyle, et cette minuscule molécule, même si elle semble insignifiante, pourrait nous aider à percer les secrets de la chimie organique interstellaire. Le carbone est incroyablement important. Les molécules de carbone sont à la base de tout, des étoiles aux planètes, en passant par nous. C'est l'ingrédient clé de la vie. Et les scientifiques sont impatients de comprendre comment il a façonné notre existence sur Terre et s'il pourrait faire de même ailleurs dans l'univers. Le cation méthyle joue un rôle très important dans la création de molécules complexes à base de carbone. C'est pourquoi la découverte du cation méthyle, même s'il est très éloigné, est si importante. Les scientifiques de la NASA l'ont trouvé dans un jeune système stellaire. Ce système se trouve à environ 1350 années-lumière de nous, dans la nébuleuse d'Orion. L'étoile de ce système, qui est plus petite et un peu plus faible que notre Soleil, est bombardée par une intense lumière ultraviolette provenant d'étoiles chaudes, jeunes et massives, situées à proximité. On pourrait penser qu'un rayonnement UV aussi intense détruirait les molécules organiques complexes. Mais l'équipe de chercheurs pense qu'il pourrait en fait relancer la formulation de ces composés carbonés. Peut-être que les étoiles puissantes et leur niveau de rayonnement insensé fonctionnent en fait comme des sources d'énergie pour la vie. Elles déclenchent une réaction chimique en chaîne qui aboutit à des substances carbonées complexes, comme les plantes et les animaux. Il semble que nous ayons trouvé une nouvelle pièce du puzzle.